Après avoir vu son allié flamand se faire lyncher par une foule furieuse, Édouard III ne peut plus envisager un nouveau débarquement en Flandre. La rébellion du Normand Geoffroy d'Harcourt offre à l'Anglais une opportunité de frapper au cœur du royaume de Philippe VI. Le roi d'Angleterre met donc sur pied une nouvelle expédition. Sa chevauchée à travers le nord de la France aboutira enfin à la bataille rangée que les deux adversaires attendent. La terrible bataille de Crécy. À la conquête de l'histoire. La bataille de Crécy, le tombeau de la chevalerie française. Au début de l'été 1346, Édouard III finalise les préparatifs de son expédition. Si le roi de France se doute bien que quelque chose se trame, il n'a pas la moindre idée de l'endroit où son adversaire va frapper. Par ailleurs, à ce moment-là, Philippe VI est plus préoccupé par la situation en Aquitaine, où son fils, médiocre commandant, piétine devant la forteresse d'Aiguillon malgré son armée de 8000 hommes. Le roi de France songe donc à prendre la route du sud quand le Plantagenet débarque sur les côtes du Normandie à peine défendues. Ce sont environ 750 navires qui se présentent le 12 juillet 1346 au large de Saint-Vaast-la-Hougue dans le Cotentin. Ils sont chargés d'environ 20 000 combattants et de tout leur ravitaillement. Le débarquement dure plusieurs jours et se déroule sans aucun problème pour les Anglais qui ne sont dérangés par personne. Bien que le roi d'Angleterre prétende à la couronne de France, il ne semble guère avoir de considération pour ses sujets. En effet, l'armée anglaise dévaste tout sur son passage. Les villages sont brûlés, les églises et les abbayes sont pillées, et la population est massacrée sur une largeur de 20 km. Le butin est entassé dans des bateaux qui suivent l'armée en longeant la côte. Les villes tombent les unes après les autres. Après Saint-Lô, c'est au tour de Caen d'être prise. Malgré des fortifications correctes et une garnison de 1000 hommes, commandée par le connétable Raoul II, la ville tombe rapidement. Tous les prisonniers qui ne peuvent pas être échangés contre une rançon sont tués et les autres sont envoyés en Angleterre. On compte 5000 cadavres dans les ruines fumantes de la ville quand Édouard III reprend son chemin vers l'est. Philippe VI ne peut pas laisser l'Anglais ravager impunément son royaume. Il prend donc l'oriflamme à Saint-Denis le 22 juillet et rassemble à la hâte une armée improvisée dans les environs de Paris. Les Anglais continuent leur route vers la capitale et ne perdent pas de temps à assiéger les villes trop fortifiées ou ayant une garnison trop importante. Dans la capitale, tout le monde tremble. La ville est indéfendable. La muraille, construite par Philippe Auguste à la fin du XIIe siècle, était en piteux état, et la ville débordait de toute manière largement de l'enceinte. Sachant le sort réservé aux habitants de Caen, on parla de détruire le pont reliant la rive gauche et la rive droite de la ville. Sacrifier une partie de Paris afin de sauver l'autre. Heureusement pour les habitants, ils n'eurent pas à en arriver là. Édouard III n'avait aucun intérêt à prendre la ville, qui une fois en sa possession aurait été un poids plutôt qu'un avantage. Et il avait beau se dire roi de France, il savait très bien que ce n'est pas à Paris qu'on sacre les rois, mais à Reims en Champagne. Philippe propose aux Anglais de livrer bataille juste au sud de Paris, entre Saint-Germain et Vaugirard. Édouard III accepte, mais décide finalement de fuir vers le nord, non sans avoir ravagé quelques villes de la région parisienne. Il a désormais pour objectif de se sécuriser un port plus pratique pour naviguer entre la France et l'Angleterre, comme Boulogne-sur-Mer ou bien Calais. Philippe VI est furieux d'avoir été joué de la sorte, mais il prend cette décision d'Édouard III comme un aveu de faiblesse. Il le pense arriver au bout de ses capacités et sur la défensive. Par ailleurs, le roi de France en a assez de se terrer. Il rassemble donc son armée et se lance à marche forcée sur les traces des Anglais. Bloqué par la Somme,
Édouard III est repoussé à de multiples reprises par les Picards qui contrôlent les quelques ponts qui traversent la rivière. Les Anglais tentent de passer par Piquigny sans plus de succès, et Godemar du Fay bloque tous les ponts en aval d'Abbeville. Pendant ce temps-là, Philippe VI arrive à Amiens et contourne les Anglais par la rive droite. L'horloge tourne et Édouard III semble acculé. Le 24 août, il parvient malgré tout à traverser la Somme au gué de Blanquetaque grâce aux indications de l'un de ses prisonniers. Godemar du Fay, alerté des mouvements anglais, a rassemblé sur l'autre rive un petit corps d'armée comprenant les garnisons des petites villes voisines, Abbeville, Saint-Riquier, Le Crotoy, Montreuil-sur-Mer. La bataille dure plusieurs heures, mais les 12 000 Français ne peuvent pas tenir éternellement face aux 20 000 soldats ennemis. Ce sont autant de soldats qui manqueront cruellement à l'armée de Philippe VI dans les jours qui viennent. Quand Philippe arrive, les Anglais ne sont partis que depuis quelques heures à peine. Il a manqué son coup. De peu, mais il l'a manqué malgré tout. Les 20 000 Anglais prennent alors la direction de la côte, pillent et incendient le Crotoy ainsi que les faubourgs d'Abbeville le 25 août. Puis, sachant qu'il ne peut désormais plus échapper à l'armée française, Édouard III recherche un lieu favorable pour livrer bataille. Il le trouve dans la forêt de Crécy. C'est décidé. Il attendra Philippe ici. Le roi de France apprend par ses éclaireurs que s'il le veut, la bataille est pour le lendemain. Peu lui importe le lieu. Il peut compter sur une armée de 40 000 hommes et il sait qu'il est plus fort. Il fait donc cantonner son armée à Abbeville pour la nuit. Ce soir-là, c'est fête dans les deux camps. Pour beaucoup, ce sera leur dernier banquet. Au petit matin, le samedi 26 août, Philippe VI monte en selle. Il n'y a pas de plan de bataille établi. Un seul mot d'ordre, sus à l'anglois. Édouard III est beaucoup moins confiant. La maîtrise du terrain est son seul avantage. Il dispose son armée en 3 batailles, c'est-à-dire 3 corps d'armée, répartis sur des positions repérées la veille. 2 batailles engageront le combat, tandis que la 3e restera autour du roi et servira de réserve. Le temps passe, le soleil monte dans le ciel, les Français ne sont toujours pas arrivés. La chaleur augmente et les hommes qui chevauchent depuis le matin commencent à fatiguer. Des éclaireurs français arrivent à Crécy, puis reviennent faire leur rapport au roi. Les Anglais attendent. Cette fois, ils ne vont pas s'échapper. Ils avertissent néanmoins le roi. Les Anglais sont frais et prêts à se battre. Ils lui recommandent d'attendre l'arrivée de toute l'armée qui s'étale sur une vingtaine de kilomètres, de décider d'une tactique et de poser le camp pour la nuit afin de se battre en étant aussi reposés que l'adversaire le lendemain. De toute manière, les Anglais sont là. Ils ne peuvent plus s'enfuir. Philippe VI envoie donc ses ordres à ses chevaliers. Halte là. Si l'ordre est bien reçu à l'avant-garde de l'armée, en revanche, pour ceux qui suivent la route du roi, c'est la confusion la plus totale. Les ordres sont mal transmis ou mal compris. L'idée de s'arrêter alors que le roi est peut-être au contact de l'ennemi est insupportable pour ses chevaliers. Malgré les ordres hurlés par les maréchaux du roi, rien n'y fait. La colonne continue à avancer. Secourir le roi en danger est un devoir impérieux. Pour la chevalerie, la notion d'honneur est sacrée, pas la discipline. La cacophonie se poursuit, chacun veut dépasser l'autre pour ne pas perdre sa part de l'honneur de la bataille. Soudain, on lève les yeux. Les Anglais sont là. Ils viennent de remonter à cheval, parfaitement ordonnés, et surtout, ils sont reposés. Malgré le fait que son armée soit dispersée sur toute la route entre Abbeville et Crécy, Philippe VI a l'avantage du nombre, et il tient enfin la bataille qu'il cherche depuis si longtemps. La bataille décisive qui écrasera ces Anglais sournois et arrogants et les renverra sur leur île. La boucherie peut commencer. Enfin ça, c'est ce que le roi de France pense. Le prince noir dirige l'aile droite de l'armée anglaise. Le fils du roi d'Angleterre a disposé ses archers en première ligne, protégés par des fossés et des piques de bois. Les hommes d'armes à cheval, les lanciers gallois, sont placés derrière, prêts à charger. Le corps d'armée du duc de Northampton occupe l'aile gauche, tandis que la bataille d'Édouard III est en retrait et attend de voir où ses hommes seront le plus utiles. Philippe VI décide d'envoyer les arbalétriers génois faire face aux archers anglais. Mais voilà, les Génois marchent depuis le matin sous un soleil de plomb et transportent leurs lourdes arbalètes. Ils sont fatigués et le disent au roi de France. Ils veulent attendre le lendemain. Pendant qu'une vaine discussion s'engage, un orage éclate. Il détrempe totalement le sol du champ de bataille qui se transforme rapidement en bourbier. Trêve de discussion.
La bataille va commencer, le roi en a décidé ainsi. En première ligne se trouvent donc les arbalétriers génois, flanqués de quelques centaines de cavaliers tchèques dirigés par le roi de Bohême qui vient combattre, bien qu'il soit complètement aveugle. Derrière vient toute la fine fleur de la chevalerie française, puis enfin le roi et ses hommes. Les fantassins arrivent par petits groupes toute la journée et se placent sur les ailes au fur et à mesure qu'ils atteignent le champ de bataille. Les arbalétriers sont les premiers à s'avancer, mais la corde détrempée de leurs armes les empêche de faire le moindre dégât. De plus, leurs pavois sont dans les bagages de l'armée et ne sont toujours pas arrivés. Ils sont donc à la merci des flèches ennemies. En face, les archers anglais, stoïques, font un pas en avant et décochent leurs flèches. Tant de flèches que les témoins diront qu'il semblait tomber de la neige. Les Génois sont décimés, et voyant que leurs armes sont inutiles à cause de la pluie, ils décident de se replier. Le roi de France se sent trahi. Il ordonne que les traîtres soient taillés en pièces. Vu qu'ils sont inutiles, qu'ils n'encombrent pas le chemin. Il ne reste donc plus que la chevalerie, la fine fleur de la chevalerie française. Que peuvent donc bien faire quelques milliers de gueux armés d'arcs contre la meilleure chevalerie d'Occident? Les chevaliers, dont leurs armures étincelantes, s'élancent, mais comme nous l'avons expliqué précédemment, le terrain est détrempé, et les cadavres des fantassins sont autant d'obstacles supplémentaires pour les chevaux. La charge est coupée dans son élan, et les flèches tombent, sans discontinuer. À une cadence d'une flèche toutes les 5 secondes, sont plus de 72 000 flèches qui s'abattent sur les Français chaque minute. Charge après charge, les Français sont repoussés, sans même atteindre la ligne de front ennemie. La fatigue se fait sentir, mais l'honneur l'exige, on se laisse massacrer plutôt que de renoncer. Chacun y va de sa prouesse inutile. Jean de Bohême, le roi aveugle, demande à ce que l'on le conduise en premier rang pour qu'il charge avec ses hommes. Malgré ses grands coups d'épée, il sera mis à terre et tué par les coupe-jarrets anglais. La bataille continue, une fois la nuit tombée, sans aucune visibilité. Les quelques chevaliers qui arrivent à franchir le champ de bataille s'empalent sur les pieux installés devant les lignes anglaises. Au cœur de la nuit, un corps de chevaliers français parvient enfin à franchir tous les obstacles. L'arme blanche reprend ses droits et on pense que le combat va enfin s'engager selon les règles. Le prince noir est en grande difficulté. Impassible, Édouard III décide de ne pas lui porter secours pour qu'il gagne ses galons par lui-même. Heureusement pour le jeune prince anglais, il est sorti de cette mauvaise posture par l'arrivée des hommes du comte de Northampton qui le sauvent. Cet engagement au corps à corps n'aura guère duré. La plupart des chevaliers n'arrivent même pas à atteindre la ligne ennemie. C'est le cas du roi de France qui aura 2 chevaux tués sous lui en tentant de se battre, et malgré toute sa bonne volonté, il ne pourra même pas croiser le fer avec l'ennemi. Comprenant que dans cette obscurité il n'arrivera plus à rien, Philippe VI, accompagné de quelques barons, se replie. C'est entouré de cette piteuse escorte qu'il vient frapper au pont-levis du château de la Broye. Le lendemain, 27 août 1346, les héros parcourent le champ de bataille pour noter les noms des nobles tués, qui sont reconnaissables à leurs armoiries. On parvient à identifier 1542 noms, dont de grands personnages du royaume, comme le frère du roi, le duc d'Alençon, son neveu, Louis de Blois, le comte de Flandre, Louis de Nevers, et tant d'autres. Les cadavres des fantassins se comptent par milliers, et seront enterrés dans des fosses communes. Du côté anglais, on déplore seulement la perte de quelques chevaliers et d'une centaine d'archers. Édouard III tient enfin sa grande victoire sur son adversaire. Mais cette victoire ne changeait rien à son plan. Il était toujours en territoire ennemi et était toujours dans l'impossibilité de ceindre la couronne à fleur de lys. Il reprit donc son chemin vers le nord, avec pour objectif Calais. La ville était bien défendue. Le roi d'Angleterre décida donc d'y mettre le siège plutôt que de se risquer dans un assaut alors que son armée n'était pas assez nombreuse. Bien qu'il ne fût pas sous la menace directe d'une armée française, il reste suffisamment proche de la mer pour pouvoir rembarquer en cas de problème. Le siège commence le 6 septembre 1346, mais la ville ne se rend pas. On attend donc. Les Anglais installent un camp en bois, la cour du roi l'y rejoint, la reine aussi, et c'est une véritable petite ville qui s'organise sous les remparts de Calais. De temps à autre, on organise des chevauchées dans les environs pour se dégourdir les jambes. Après tout, quoi de mieux que de brûler un village, tuer quelques manants et trousser quelques gueuses pour se changer les idées.
Les bourgeois de Calais ne se rendent pas, et Édouard III n'a pas l'intention de céder. Les premières semaines du siège, les Calaisiens espéraient une aide du roi de France. Cette aide ne vient pas. Philippe VI s'était débordé. En Bretagne, Charles de Blois est tenu en échec. En Aquitaine, Henri de Lancastre profite du départ du duc de Normandie pour aller mettre le Poitou à feu et à sang. En Écosse, l'armée de David Bruce est écrasée lors de la bataille de Neville's Cross. À Paris, les États généraux battent le pouvoir royal en brèche, et enfin à Calais, le roi d'Angleterre le narguait ouvertement. Le roi de France ne sait pas comment secourir la ville. Il fait intervenir des galères génoises qui interceptent 25 navires de ravitaillement anglais, mais il est bien incapable de rassembler une armée. Il convoque le ban le 1er octobre, mais seulement une poignée de chevaliers se présentent à Compiègne. L'hiver passe. Calais tient toujours grâce au ravitaillement qui arrive par la mer et refuse de se rendre à l'envahisseur. Ils ne connaissent que trop bien le sort réservé aux habitants des villes conquises par les Anglais. Plus le temps passe, plus Édouard III en fait une affaire personnelle. Sa réputation est en jeu devant Calais. Ceci donne au roi de France le temps de rassembler une nouvelle armée, mais, ruiné, peu de nobles répondent à l'appel. Il va chercher l'oriflamme à Saint-Denis, puis se met en marche vers le nord du royaume au mois de juin 1347. Entouré de seulement 15 000 soldats, il fait face à une armée anglaise qui s'est renforcée depuis le dernier affrontement. Édouard III peut désormais compter sur 32 000 hommes, dont 20 000 archers. Toute la noblesse d'épée anglaise a rejoint son roi. C'est la plus grande armée déployée sur le continent par un souverain anglais. Le 27 juillet, le roi de France arrive à Sangatte avec sa petite armée. Les Anglais ont eu le temps de fortifier les environs et sont en plus de ça protégés par les marais qui entourent leur position. Livrer bataille ici serait suicidaire. Pendant 4 jours, des négociations s'engagent. Aucun accord n'est trouvé. Philippe VI propose alors à Édouard III une bataille rangée, sur un terrain plat et dur, dans les plus pures règles de la chevalerie. L'Anglais refuse malgré son écrasante supériorité numérique. À Calais, la situation empire de jour en jour. Ce sont maintenant les animaux domestiques qui sont au menu faute d'autre chose. Les bouches inutiles ont été expulsées pendant l'hiver, ce sont 500 personnes que les Anglais ont refoulées et dont les cadavres pourrissent dans les fossés qui entourent la ville. Les bourgeois décidèrent alors de négocier leur reddition. Ils résistaient depuis bientôt 1 an, ils avaient fait leur devoir de sujets français. Jean de Vienne, le gouverneur de la ville, va à la rencontre d'Édouard III pour connaître ses conditions. Il n'accepte aucune condition, il fera d'eux ce qu'il veut. Un massacre s'annonce. L'entourage du roi d'Angleterre, par peur de se retrouver un jour de l'autre côté de la hache, le fait changer d'avis. Tous les biens seront pris, il accorde la vie sauve à tout le monde, sauf aux 6 plus riches bourgeois de la ville, qui lui apporteront les clés de Calais en chemise, la corde au cou. Le 3 août, 6 hommes se portent volontaires et marchent vers le camp anglais. Une mort certaine les attend. Sur le point d'être décapités, les bourgeois de Calais ne doivent leur salut qu'à l'intervention de la reine d'Angleterre, Philippa de Hainaut, qui supplia son mari de leur laisser la vie sauve. Après cet épisode qui restera longtemps dans les mémoires, tous les habitants sont expulsés et Édouard III fait appel à des volontaires venus d'Angleterre pour repeupler la ville de colons anglais. Calais est anglaise et le roi d'Angleterre déclare qu'elle est la clé et la serrure pour lui ouvrir le chemin de la France. 1200 soldats occuperont la garnison en permanence, et des forts seront construits pour protéger les accès de la ville. Elle restera sous la férule anglaise pendant plus de 2 siècles, et vivra en vase clos, tout étant importé d'Angleterre. Les barons anglais tentent de convaincre Édouard III pour qu'il pousse son avantage et aille vers Paris. Philippe VI, qui a déjà renvoyé ses soldats chez lui, panique, il reconvoque donc son armée, le 1er septembre. Mais la vérité, c'est qu'aucun n'a vraiment les moyens financiers de continuer la guerre. Édouard III, malgré ses avancées militaires sur tous les fronts, est absolument ruiné, et les marchands qui lui ont prêté de l'argent font faillite les uns après les autres. Philippe VI a 50 ans, et il est au plus bas. Obèse, humilié, méprisé. Il est ouvertement critiqué par les États généraux qui veulent des réformes et une reprise en main énergique de la guerre. Ils voteront pour cela un impôt, la taille, d'un montant de 2 500 000 livres tournois,
ce qui montre que malgré ses échecs en série, le royaume de France a encore d'énormes ressources à sa disposition. En septembre, la trêve de Calais est signée. Elle doit durer jusqu'au 7 juillet 1348. C'est bientôt un autre cavalier de l'Apocalypse qui prendra le relais pour semer la mort et la désolation dans le royaume de France. La peste noire. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur j'aime et à me laisser un commentaire. À bientôt pour le prochain épisode.